Voilà donc à la première halte de cette balade que nous allons faire ensemble, tous ensemble, et on espère qu'on va perdre personne en route, parce qu'on est parti pour 4 petits kilomètres du village jusqu'à la source du Goutal. Alors c'est ici que va commencer l'histoire, dans ce très joli petit village, où il faut imaginer que dans les années 1950, et même avant, il y avait beaucoup plus d'habitants. Qu'est-ce qui a fait la particularité du village de la Vacquerie-Saint-Martin? C'est en fait que c'était un lieu d'échange entre le littoral et la piste ouverte vers le Massif central, avec des échanges de commerce et de denrées. Et donc c'est un village très fastueux, dans lequel il y avait des artisans, des bouchers, plusieurs bars, plusieurs restaurants. Et en fait, qu'est-ce qui a changé la trajectoire de cette vie économique florissante? C'est aussi l'ouverture de la route. Puisqu'en fait, jusqu'ici, il faut imaginer que les gens cheminaient par les petites routes et qu'après, en fait, avec les travaux qui ont été faits, les aménagements du territoire, eh bien, c'est passé par le pas de l'Escalette. Et donc, peu à peu, la Vacquerie, je ne veux pas dire qu'elle s'est endormie, parce que ça reste un village très dynamique et très agréable, mais le flot routier et autoroutier passe ailleurs. Donc, petit à petit, déclin de la population. Autre particularité, on l'a dit, on est sur un village cossonard. Pourtant, quand on regarde tout autour, c'est verdoyant, c'est magnifique. La particularité du village aussi, c'est qu'il est ponctué de sources. Et que cette eau précieuse, l'ingéniosité de l'homme, depuis la nuit des temps, a su la capitaliser pour la garder. Parce que l'eau ici, une goutte d'eau tombe et s'en va. Les collègues qui vont prendre la parole après vous raconteront tout ça. Mais en gros, il faut imaginer qu'on a 1300 mm d'eau de précipitation par an. À l'échelle, c'est le Havre en Normandie. Et pourtant, on n'est pas du tout dans la même végétation, dans le même faciès. Parce que cette eau précieuse file sous nos pieds. Alors ça, c'est le côté bucolique. Après, il y a aussi le côté un peu moins sympa que la commune parfois connaît aussi. C'est lorsqu'il y a des épisodes sélenol, les gros orages méditerranéens en fait, il y a un cumul de pluie terrible. Et l'eau, au lieu de s'infiltrer, comme je vous le disais tout à l'heure, va en fait suivre le vallon que nous allons emprunter pour le chemin de l'eau, qui est comme un talweg. Et l'eau va s'engouffrer, parce que la Vacquerie représente comme un entonnoir, un verrou, qui va rassembler et converger toutes les eaux vers le village et dans la grande rue. Très bien. Vous verrez, ça et là, il y a des diapositives, enfin pas des diapositives, mais des anciennes cartes postales et des photos qui ont été positionnées pour vous mettre dans cette ambiance-là. Et comme le disait Martine, les resclosas près des portes, les bâtardos, tout ça en fait pour se protéger de l'eau qui peut être dévastatrice. Nous allons donc commencer le chemin et en cours de route, vous verrez plusieurs phénomènes naturels dont l'homme a su tirer parti pour justement se protéger de cette eau, ressources et dangers. Donc le souhait de faire une randonnée collective aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce chemin de l'eau et puis ça croise beaucoup de regards sur la biodiversité, sur les personnes qui étudient le sous-sol, qui étudient les cheminements de l'eau, qui étudient l'architecture. Donc on avait envie de croiser les regards et de vous embarquer pour raconter toutes ces histoires autour de l'eau et avant tout de vivre une aventure collective. C'était vraiment le projet. Donc aujourd'hui peut-être tout le monde ne va pas tout voir ou tout entendre, peut-être on va pas marcher à tous les moments à son allure de croisière en randonnée, mais c'est pas grave. L'idée c'est de partager ce moment et puis d'avoir le temps aussi de la marche pour se rencontrer, pour échanger sur les histoires qui sont dites, pour peut-être continuer la conversation avec les hydrogéologues ou un peu les spécialistes du territoire qui vont aborder les 5 haltes, qui vont s'arrêter pendant les 5 haltes. Quelques recommandations. Donc vous avez vu, il fait très beau, on a un très beau soleil, c'est génial, mais pensez bien, chapeau, crème solaire, on peut avoir de l'eau et puis on est plusieurs à jalonner la marche. Donc si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas pour qu'on trouve une solution. On a des voitures au long du chemin. Voilà. En fait, vous l'avez compris, la source du Goutal, qui est notre destination, elle est vraiment pas très loin du village, mais elle est quand même suffisamment loin pour les habitants et habitantes de la Vacquerie, lorsqu'ils devaient aller chercher de l'eau à cette unique source, puisqu'il y en avait 2, le puits de la Combe, à un peu moins d'1 kilomètre qui va être une halte,
et la source du Goutal et celle de Saint-Martin, qui est notre halte finale pour le pique-nique. Donc imaginez que le projet de la source du Goutal, ça a été, à la fin du 19e siècle, de créer une adduction d'eau pour amener aux modernités l'eau au village, pour installer des fontaines, un abreuvoir, une citerne. Et ça, imaginons la modernité que ça a pu représenter pour les habitants et habitantes qui jusque-là n'avaient qu'une manière d'avoir de l'eau à domicile couramment, c'était les citernes. Donc j'appelle Annie, qui va nous en parler un petit peu. Donc Annie Courville, vous êtes architecte, amoureuse des livres, et vous tenez aujourd'hui la petite épicerie de la commune, si nécessaire, dans un village. Donc c'est en tant qu'architecte qu'on fait appel à vous aujourd'hui pour aborder la question on va dire, de ces installations si astucieuses que les habitants et habitantes de tout temps ont élaborées pour la gestion de l'eau. D'ailleurs, vous en savez quelque chose, puisque vous-même, vous avez rénové votre gîte et vous avez découvert une citerne avec de l'eau très pure. Et vous dites, on voyait chaque pierre du fond de la citerne. Voilà, bonjour à tous. Voilà, donc c'est pour dire que l'eau qui venait du Goutal était insuffisante en fait. Elle était bienvenue mais insuffisante. Il fallait aller la chercher ou la conduire. Mais pratiquement chaque maison avait une citerne. Donc Marc Leblanc, on avait compté une cinquantaine. Donc Marc Leblanc, on avait compté une cinquantaine en estimant qu'il y en avait sans doute le double, c'est-à-dire pratiquement une par maison. Il y avait même quelques maisons où il y avait un accès commun. Quand il y avait des grandes citernes, ça pouvait être accessible par 2 voire 3 maisons. Cette eau, elle était vraiment vitale pour dans chaque maison. On puisait dedans avec un seau, la plupart du temps. Elles étaient souvent au niveau de la rue, comme une cave, comme les caves qu'on voit ici, avec des petits passages voûtés. Elles étaient quelquefois aussi en dessous du niveau de la rue, par exemple au milieu de cette îlot, il y a une grande citerne qui est en dessous du niveau. Et donc l'eau reste très fraîche et très très pure. C'est impressionnant quand on voit cette eau, comme on voit le fond, quoi, vraiment. Et voilà, moi j'ai eu des témoignages de plusieurs personnes un peu âgées qui ont vécu plusieurs années en buvant l'eau de la citerne sans rien, voilà, sans problème. Alors après il y a toujours eu des histoires de poules qui tombaient mortes, qui mouraient dans l'eau, ou des rats évidemment qui finissaient dans la citerne. Dans ces cas-là, c'est sûr que c'était pas terrible. Il y avait des épisodes de typhoïde même qui étaient relatés et qui devaient peut-être être en relation avec ça. Dans ces cas-là, il fallait vider la citerne et la chauler à nouveau pour la rendre propre. Joe Durand disait aussi que quand son père ou son oncle, d'ailleurs je ne sais plus si c'est son père ou son oncle, déviait la conduite de récupération d'eau quand il pleuvait au début, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas plu, la toiture elle est un peu sale, voilà. Donc il déviait la conduite au début de l'orage pour que l'eau sale s'évacue et pour la remettre en communication avec la citerne au bout d'un petit moment. Ce qui veut dire, quand on fait ce geste, ça veut dire que la conduite, c'était en fait quelque chose de continu. À une époque, il n'y avait pas de plastique et pas de zinc. En fait, on le voit sur certaines vieilles maisons, ou plutôt certaines photos, parce que maintenant il n'y en a plus. Ces conduites, elles étaient en bois. On a du mal à l'imaginer, mais elles étaient en bois. Parce que sur le Causse, il y avait beaucoup de toitures en lauze. Et faire une conduite en lauze, c'est pas possible. Les lauzes, elles sont plates. Donc ça, c'est pas possible. Ensuite, on a fait aussi des conduites en tuiles, maçonnées. Donc ça, c'était possible. Cette eau, ensuite, rejoignait donc l'intérieur du mur. On en voit encore quand on fait des travaux de démolition dans les maisons ou des aménagements. Dans certains passages, on les voit aussi encore dans les creux des murs. Donc il y avait des conduites en terre cuite qui conduisaient l'eau à l'intérieur des citernes qui étaient en dessous, voilà, pour emmener l'eau. Ces citernes avaient une technique très particulière, c'est-à-dire que l'intérieur c'était un enduit, ce qu'on appelle un enduit romain. C'était de la chaux hydraulique avec de la brique pilée. Donc ceux qui ont une citerne chez eux sont témoins de ça, c'est-à-dire que l'enduit est rose ou légèrement marron, surtout quand elle est mouillée, elle est plutôt marron. Et cet enduit est étanche, hein. C'est une recette romaine qui est très dense, et la chaux hydraulique, justement, plus le temps passe, plus elle est dure. Donc, voilà.
Dans certaines maisons ici, il y a des pièces dans les caves qui ont cet enduit rosé, parce qu'en fait c'était des anciennes citernes, et quelquefois, bon, comme on n'en a plus l'usage, les citernes ont été vidées, et ensuite on a fait une petite porte ou un trou pour agrandir un espace de rangement au niveau de la cave. Mais voilà, ça signe bien une citerne, cet enduit. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les gouttières. Donc le mot gouttière, quand on dit il y a une gouttière, certains pensent une fuite. T'as une gouttière, l'eau elle coule, t'as une gouttière. Bon, la gouttière, c'est aussi justement ce chenot en bois ou maintenant avec des matériaux plus modernes. Alors, oui, je voulais préciser pour l'eau, parce que l'eau, en fait, pourquoi est-ce qu'elle est pure? Parce que quand il n'y a aucune lumière, il n'y a pas d'algues qui peuvent se développer. Pas d'algues, pas de petites plantes, pas de microbes. En fait, il faut vraiment qu'elle reste dans un endroit frais et absolument sombre, ce qui est le cas de citerne. Et c'était en contact avec la chaux, c'est vraiment la recette pour avoir une eau très pure. Voilà, donc aujourd'hui, oui, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est qu'en parlant avec certaines personnes pour avoir des témoignages, comme il n'y avait pas beaucoup d'eau, l'eau elle était précieuse, on allait la chercher au seau dans la citerne, on l'a récupérée à quelques fontaines ici, de l'eau du Bhoutan. Vous imaginez pour rincer le linge, comment on faisait? En fait, on faisait avec de la cendre dans des bassinoires, enfin dans des bassines de linge, on le lavait, mais on allait le rincer où? Eh bien à la vis. Ou à la lergue. Vous imaginez, il y a 300 mètres de dénivelé et il y a plus de 20 km pour la lergue et 18 pour la vis. Alors c'était soit avec des ânes battés, soit avec des charrettes à cheval. Je n'ose pas imaginer que les femmes y allaient à pied parce que là, non, il y a pleuré quoi. Mais bon, il fallait bien rincer ce linge, il faut beaucoup d'eau pour rincer un linge. Donc il n'y avait pas de lavoir, vraiment, parce que pour avoir un lavoir, il faut de l'eau abondante, soit une bonne source, soit une rivière. Ce n'est pas le cas ici, donc il fallait s'organiser autrement. Donc aujourd'hui, on est conscient que avec le réchauffement climatique, l'eau devient un problème. Donc avec l'association Plan V, on avait fait un questionnaire, donc c'est toujours un petit peu en cours, pour soit retaper des citernes, parce que certaines citernes peuvent peut-être être mises en fonction, ou bien faire des achats de citernes modernes dans le commerce. Et il y a d'autres associations comme l'association Œuvre d'eau à l'Odève, qui ont cette même préoccupation et puis qui pensent à cette peut-être future récession. On a déjà eu d'ailleurs une coupure d'eau il y a quelques années. On pensait que la rivière souterraine des Rives était inépuisable et non. On a dû se raccorder à la vis pour continuer à avoir de l'eau dans le village. Donc ça peut arriver. Voilà, merci de votre attention. Donc vous l'avez compris, c'est une préoccupation universelle qui revient sur le devant de la scène, cette question de la gestion de l'eau. Et pour explication aussi sur les citernes, donc une cinquantaine, une citerne aussi communale pour les gens de peu de biens qui avaient besoin d'eau salubre, donc qui était pensée, qui correspond à la maison du potier. On va passer devant, c'est la plus grande citerne de 150 non, attendez, je vérifie. Ça fait beaucoup. Je ne sais pas si je retrouvais l'information. 150 mètres cubes, c'est ça. Qui a été fouillé, notamment, enfin ils sont descendus avec Marc Leblanc à l'époque, et Marc Leblanc aimait raconter que le potier disait « Ah, si c'était du pinard hein. !» Un petit mot, parce qu'on est sur la place, sur les maisons, donc derrière vous, vous avez la maison dite de l'évêque, qui daterait du XVIIe siècle. Les évêques étaient co-seigneurs du lieu. Elle a été l'hôtel des sieurs de Bourboujas, seigneur de la Privalle, et c'est effectivement un noble édifice qui est assez remarquable par rapport à l'architecture plutôt rustique de la commune, adaptée au climat cossonard. Et vous pourrez voir aussi en avançant, un peu plus loin, une maison avec une allure un peu haussmannienne, qui est la maison dite de Vitalis. Donc Vitalis, certains la connaissent, puisque c'est des grands industriels drapiers, enfin, du textile, mais ils étaient aussi présents sur le Larzac puisqu'ils avaient une activité de fromage persillé, c'est ça. Ils avaient des caves à la cave dite de Vitalis et ils avaient une activité artisanale de fabrication de fromage. Et même sous cette maison dans la commune, vous avez une petite cave d'affinage de fromage. Dernière chose, donc les témoignages.
On sait par exemple que quand en 1896 on a amené l'eau au village via les 3 fontaines du Goutal, il y avait un fontainier qui s'occupait de distribuer et de vérifier que l'eau soit bien distribuée. C'est souvent le rôle des enfants aussi d'aller chercher une demi-jarre, une jarre, 2 jarres, ça dépendait des saisons. Et ça c'est important de s'en souvenir et on le sait notamment parce qu'il y a une collecte sonore autour des usages de l'eau qui est organisée. Et donc c'est Mathieu Tellen qui est en charge de ça. Je voudrais vous faire juste une petite présentation. Mathieu qui est Cosenard, un enfant du cru de la ferme de l'hôpital du Larzac. C'est intéressant parce que pour toi tu m'as dit ce village de la Vacquerie c'est soit le premier qu'on rencontre en venant d'Arboras, soit le dernier du Larzac. Et aujourd'hui, tu interviens, tu as de multiples facettes, tu es animateur radio, mais aujourd'hui, tu es là en tant que qualité de chargé de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations en Lot-et-Garonne-Larzac. Donc, je te donne la parole sur cette collecte des usages. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravi, ému de vous accueillir sur ce chemin de l'eau. Ce que j'avais envie de vous dire, c'était qu'il y a certaines histoires qui démarrent de la parole d'un habitant. Là, c'est la parole d'une habitante qui m'a dit un jour, mes parents m'ont raconté, mais avec beaucoup de précision, tous les gestes de l'eau, tout ce que nous devions savoir, nous, enfants, pour utiliser cette eau avec parcimonie, avec économie. Elle était rare, elle était précieuse. Il y avait des conflits de l'eau, on se disputait pour de l'eau, on se dispute toujours pour de l'eau, je crois. Et moi, j'ai vécu tout ça, c'est sa parole, quoi. C'était pas peut-être exactement ces mots, mais je vous retranscris l'idée de ce qu'elle m'a dit. Et l'eau est arrivée, l'eau potable est arrivée par des tuyaux dans les années 60-70 sur le Larzac. Et moi, je n'ai jamais raconté ça à mes enfants. Je dis, vous avez quel âge ? 70 ans à peu près, voilà. Je lui dis, mais... Et du coup, cette mémoire de l'eau, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces usages passés de l'eau est-ce que ça va se perdre ? Est-ce qu'on va savoir le garder ? Est-ce que demain, on va en avoir de nouveaux besoins face au changement climatique ? Et du coup, est né de cette parole, de cette habitante, cette idée, ce projet un petit peu fou, d'aller questionner cette mémoire de l'eau et d'essayer de l'archiver, de la garder, de ne pas perdre cette matière brute autour des usages de l'eau. Et donc est né il y a de ça quelques années au sein de la communauté de communes Lot-et-Garonne-Larzac, et moi je représente le service GEMAPI pour gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations. Ce projet d'un inventaire du patrimoine hydraulique de l'eau que l'on essaye de porter aujourd'hui, c'était cette idée un petit peu folle de faire quelque chose qui soit simple autour de ces usages de l'eau, qui soit au cas par cas des différents patrimoines que l'on peut rencontrer sur le territoire. Et donc à ce titre-là, je remercie. Il y avait cette idée que ça soit aussi une action bénévole, pas forcément portée par des techniciens, mais que ça puisse aussi concerner chaque habitant bénévole qui puisse s'investir à travers cette action. Et donc je remercie 2 associations du territoire qui nous accompagnent aujourd'hui sur cette action-là. L'association Œuvre d'eau qui est à l'ODEV et puis l'association CPIE des Causses Méridionaux qui sont avec nous sur le démarrage de cette idée d'un inventaire du patrimoine hydraulique de l'eau sur le territoire du Lot-des-Voies et Larzac. Je tenais également à remercier aujourd'hui grandement Marc qui a été à l'initiative de ce chemin de l'eau. C'est lui qui a su identifier que ce territoire de la commune de la Vacquerie et Saint-Martin-de-Castries était magnifiquement adapté à pouvoir raconter ces enjeux de l'eau et les différents usages passés, actuels et peut-être futurs de cette eau sur notre territoire. Grandement merci à Martine pour avoir su faire grandir cette idée avec son équipe municipale, d'avoir su associer beaucoup de partenaires, et ce qui permet qu'aujourd'hui ce chemin de l'eau existe et peut être inauguré. Et puis à travers cette collecte de la mémoire de l'eau, on vous propose il y avait l'idée de partir enregistrer des personnes, les écouter, collecter ce qu'elles pouvaient nous raconter de l'eau et de ses usages dans le territoire. Et c'est ce qu'on vous propose de vivre dans cette remontée de la Grande Rue, d'écouter certains témoignages. Vous allez peut-être reconnaître la voix de Martine, mais aussi celle d'autres habitants de la Vacquerie. Ça sera aussi notre manière à nous de rendre hommage à Marc à travers des mots qu'il a pu dire. Et je voulais terminer juste en vous disant
Ce chemin de l'eau, en tant qu'acteur GEMAPI, je le trouve vachement, et aussi randonneur, je le trouve vachement important. Je suis ravi qu'on puisse avoir ça sur notre territoire, un chemin qui s'appelle le chemin de l'eau. Je trouve ça super comme idée. J'espère que voilà, de nombreuses personnes auront l'envie de le parcourir et de prendre le temps de regarder ce qu'il y a sur les différents panneaux de ce sentier d'interprétation. Et on a tous, ce sentier raconte, si vous avez visité le musée de l'Odève, vous savez qu'ici il y a des grottes citernes, et donc depuis très longtemps, ici se construit, mais tous ceux qui ont habité avant nous, ont construit une histoire de l'eau ou des histoires de l'eau, et peut-être on a tous notre propre histoire de l'eau. Nous avons beaucoup d'eau en nous, et vous avez tous un vécu singulier à travers cette eau-là. Et là, on part pour presque 3 heures de marche, donc je vous invite, on aura peut-être le temps, vous avez peut-être le temps chacun de vous questionner. 2 heures, allez, 2 heures. Oui, 2 heures, pardon, 10 heures, 2 heures. Mais vous avez sans doute peut-être le temps, en tout cas, je vous invite à vous questionner aussi sur votre propre relation à cette eau qui nous entoure et qui est si précieuse. Ça peut être juste de repenser à quelle est la dernière bonne eau que j'ai pu goûter et où je me suis rappelé que l'eau pouvait être tellement bonne et ressourçante. Ou autre chose. Voilà. Bon chemin de l'eau, et puis partons en témoignage.